Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. On va parler de tube 90, donc autrement appelé piège à crotte et piège à poil, qu'on a testé spécifiquement pour essayer de détecter une espèce, la Crocodile le code. Comme hier, c'est un travail collectif que je présente aujourd'hui. Et c'est en collaboration avec le GREJ, dont Chloé qui est ici dans la salle, encore la Lyon Trégor Communauté en tant que gestionnaire de réserves naturelles, l'association de mise en valeur des sites naturels de Glomel, également gestionnaire de réserves naturelles, et encore avec l'Université de Liège, l'équipe de Joël Michaud pour les aspects génétiques. Alors, la Crocodile le code en Bretagne, ce sont les résultats de l'Atlas des mammifères de Bretagne, qui ont montré d'abord une déconnexion des populations par rapport au reste du territoire. Ici, on a des données en bleu anciennes, en rouge plus récentes, une rétractation de l'aire de répartition, et ce qui a amené à la classer vulnérable. Remarquez ici, même si ce n'est pas très lisible, des carrés de couleurs variables. Ce sont des résultats de pelote de réjection. Plus la couleur est foncée, plus la fréquence de l'espèce parmi les musaraignes est élevée. On a fait une modélisation de la distribution de l'espèce. Et ça, c'est une carte de la répartition potentielle de l'espèce, donc à partir des données de présence et d'analyse des paramètres environnementaux. On avait fait ça également sur Muscardin pour la méthode. Alors, très rapidement, les... il clignote. Très rapidement, les principaux paramètres qui jouent avant tout le climat. Plus il y a de précipitations, plus il y a de chances de l'avoir. Pas trop chaud. Des paysages boisés, ça rejoint quelques éléments qui ont déjà été mentionnés dans d'autres régions. Donc ici, nous, nos paramètres, c'était la densité en boisement riche et les écotones arborés. Et puis de manière secondaire, les caractères humides de l'habitat. Notre problématique, c'est que 97% de nos données de procédure le code, ça vient des pelotes de réjection. Et ça ne permet pas de savoir quels sont les habitats précis qu'elles fréquentent. On peut avoir des idées à l'échelle du paysage, comme avec cette modélisation-là, mais pas de choses très précises. Donc on a voulu tester des méthodes pour voilà, détecter précisément. Donc là, on va parler des tubes capteurs, donc la méthode évoquée par Mélanie tout à l'heure et qui avait été présentée aux premières rencontres nationales. Et puis on va aussi tester, on voudrait tester des plaques comme pour les reptiles et les pièges photos dont Christophe a parlé hier. On a choisi 4 sites d'études qui sont en lien avec les carrés dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont placés dans les carrés qui avaient la plus forte proportion de Crocodile le code parmi les musaraignes dans les pelotes. Donc 2 réserves naturelles, un ANS et puis chez des privés dans les monts d'Arrée. Alors la méthode. Donc on a utilisé les tubes FSS qu'a présenté Mélanie tout à l'heure, qui avait été développé à l'origine pour les crossopes. Et puis pour les tubes à poil, comme on vise donc une musaraigne, on les a un peu adaptés, c'est-à-dire qu'on a doublé la longueur et on s'est limité à 4 cm de diamètre. Avec l'idée qu'intuitivement, en fait, en allongeant cette longueur et en diminuant le diamètre par rapport à d'autres tubes, on allait peut-être avoir plus de chances que les musaraignes passent dedans et laissent des poils. Et on s'est strictement limité aux asticots comme appât, dans l'idée aussi d'éviter qu'il y ait trop de fréquentation par les rongeurs, en particulier par le mulot, et voilà, de l'accès mulot. À chaque fois, on a placé 8 lignes, elles font soit 100 mètres, soit 200 mètres de longueur, parce que l'espacement, on a voulu le tester de manière différente, c'est-à-dire que la disposition des tubes, soit on les couple, les 2 types de tubes ensemble, soit on les met en alternance, et en alternance, on fait 5 ou 10 mètres, et en tout, en 10 ou 20. Bref, ça fait des dispositions variables. On a allongé la durée de pause par rapport à la publi initiale sur 2 semaines. On a testé avec un relevé intermédiaire ou non, d'où ma question tout à l'heure. On a fait ça sur chaque site en été et en automne, 2 sessions à chaque fois. Et on a ciblé les habitats, on supposait être plutôt quand même ceux de la Crocodile le code, déboisement, un caractère frais ou humide,
des lisières et bords de prairies permanentes. Je précise que le caractère humide, comment dire, on n'a pas non plus été sur ce qui serait l'habitat, disons, Crossop. Enfin, on a pu l'échantillonner un peu, mais par exemple, si vous avez un cours d'eau, on ne s'est pas arrivé à la berge, on s'est plutôt mis un petit peu en retrait. L'analyse moléculaire a été faite donc, par l'Université de Liège. Donc, par rapport à la présentation de Manuel d'hier matin, l'équipe de Liège a, en plus des banques de données générales, sa propre banque de données alimentée. Et puis le GREJ fait l'interprétation de tous les résultats génétiques pour affiner l'identification des espèces. Comme Mélanie, on identifie une liste d'espèces par ligne et on a distingué fesses ou poils. Nos résultats pour la procédure Le Code, c'est cela. À Vaubourg, on ne l'a pas détecté. On est en limite de répartition. Est-ce que ça joue? Est-ce qu'elle est toujours présente? On ne sait pas. Voilà. Mondarrey, 4 lignes sur 8 où elle est présente. Je précise qu'à proximité des sites, on a un lot de pelote où la crocydure atteint 30% des musaraignes. À Plounérin, dans le nord, 2 lignes sur 8 où on l'a détecté. Là, on était autour de 22% de fréquence parmi les musaraignes. À Glomène, 1 ligne sur 8, là on est autour de 9% de la fréquence des pelotes. Et à Vaubourg, on est autour de 6%, sur les lots les plus proches. Les habitats. Donc en haut à gauche, une prairie humide, en fait, le talus boisé bordé par un petit ruisseau et bordant la prairie humide permanente. La grande photo, une prairie permanente en lisière de boisement. En bas, un talus boisé en bord de prairie permanente en zone de bocage dense. Et un boisement humide. Enfin, un boisement rivulaire relativement humide. La réserve de Plounérin, donc 2 sites positifs. À gauche, une prairie permanente humide bordée d'un talus avec un petit fossé en eau, talus oligotrophe, et puis un boisement franchement humide que vous avez là. J'ai pas de photo de Glomel, mais c'est en gros boisement humide aussi. Et ça, c'est juste pour vous dire un autre habitat qu'on a identifié, juste en analysant une crotte qu'on a trouvée en cherchant une compagnie amphibie. Voilà, et donc c'était dans ce coin-là. C'était de la procédure Le Code aussi. Plus largement, sur les autres espèces, voilà toutes les espèces qu'on a détectées. Alors en fait, on a détecté les 5 espèces de musaraignes de la zone d'étude. Donc ça nous a intéressé parce qu'on s'est dit, comme on a voulu axer surtout sur les musaraignes, ça marche pas mal. On a détecté la plupart des rongeurs, des petits rongeurs possibles. Pourquoi la plupart? Parce qu'on n'a pas le campagnol des champs qui en fait est peu présent dans cette zone et c'est pas ses habitats. On n'a pas le muscardin. On a quand même le rat des moissons, campagnol agresse, campagnol souterrain. Et puis le mulot et le campagnol roussâtre, vous voyez qu'ils sont dans à peu près les 2 tiers des lignes. Alors c'est des résultats par ligne session. On pourrait s'attendre à ce qu'ils soient partout quasiment. Finalement, on le juge comme un succès de notre méthode qui visait les musaraignes. Il n'y a pas à avoir trop de pièges utilisés par les mulots. Sur les sorex, Coronatus c'est en fait l'espèce la plus fréquente dans la zone, et Minutus avec des résultats intéressants, mais des habitats sûrement qui lui conviennent. Et Crocydura russula, quand même détecté à peu près sur tous les sites, enfin sur tous les secteurs d'études. Et puis de la belette, du campagnol amphibie, du hérisson, du règlement de la loutre détecté aussi. Je passe à des aspects méthodaux. On a regardé 2 paramètres, le taux de captation, donc le pourcentage de tubes qui a capté ce qu'il cherchait à capter, et le nombre d'espèces moyen d'espèces détectées par ligne. Les 2 paramètres semblent reliés. Cette photo-là me permet de dire qu'assez souvent on a des crottes sur les tubes et non pas dedans. Les animaux semblent les utiliser comme poste de marquage.
et que les tubes à poil captent des tubes à crotte. Alors, des graphiques un peu compliqués. Là, vous avez le taux de captation, là vous avez le nombre moyen d'espèces par ligne. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est l'intérêt des 2 semaines de pause plutôt qu'une. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ici, donc en vert pour les tubes à fesses et en marron pour les tubes à poil, vous avez la première semaine, la semaine 2 et puis le cumul. Et systématiquement, en fait, le cumul sur les 2 semaines permet d'améliorer le taux de captation et permet d'améliorer le nombre d'espèces détectées. En moyenne, ce sont les chiffres en bas, en moyenne générale, mais voilà, c'est valable pour chaque session et chaque site. Et il y a un intérêt du relevé intermédiaire que vous allez voir après. Remarquez sur chaque graphique que les tubes fesses captent systématiquement plus et mieux que les tubes à poil. Comparaison selon la saison. En fait, c'est surtout ici que c'est comparable, parce que sur les 2 autres sites, il n'y a pas eu de relevé intermédiaire. Donc, il semble, enfin, systématiquement, finalement, on a un taux de captation meilleur, sauf égal là, sur ce site-là, entre l'été et l'automne. Possiblement, l'automne est plus intéressant parce que les populations sont peut-être un peu plus grandes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui. Là, on a moins d'espèces détectées par les tubes à poil, mais grosse intempérie la 2e semaine. Et ça, clairement, ça joue sur les résultats. L'autre élément, donc, c'est que lorsqu'on ne fait pas le relevé intermédiaire, en fait, on a des moins bons résultats. Comme je vous le disais, sur tous les graphiques, les tubes capteurs de fesses sont plus efficaces que ceux à poil, mais quasi systématiquement, on a une espèce qui n'a été repérée que par les poils. Quand même, il y a des petites différences hein, pour les sauricinés. Les Sorex et les Neomis, c'est essentiellement les tubes à fesses qui fonctionnent. Pour les 2 procédures, c'est plus mitigé. Bon, pour les autres espèces, ça dépend quoi. Le rat des moissons, on n'a que 2 individus, mais pour les rongeurs, c'est complémentaire, disons, et il y a plus souvent une détection par les 2 tubes. Donc, les tubes fesses marchent mieux, mais en fait, quand on a les tubes à poil, on arrive quand même à avoir quelques espèces régulièrement en plus. Et notamment la procédure le code, au moins dans un cas sur les 3 détections, c'est que par tube à poil. Il y aurait d'autres aspects à explorer. La disposition des tubes, je vous ai dit qu'on a testé des différentes, mais comme ce n'est pas forcément les mêmes habitats, c'est assez peu comparable pour le moment au moins. Oui, j'ai pas parlé de la largeur de la plaquette qu'on met dans le tube à poil, qui joue peut-être parce qu'elle abaisse tout simplement la hauteur de captation. Les appâts, c'est pas forcément lié, et dans les publis, on trouve la même chose. La consommation de l'appât n'est pas forcément liée à la captation d'indices. On peut avoir de la captation sans consommation et de la consommation sans captation. Donc on reste un petit peu, par défaut, on continue de mettre des appâts, mais on n'est pas sûr que ça ait un intérêt. Et le réappât, plutôt on réappâte pas en fait en cours de route. Et, bon, c'est à explorer, mais ça ne semble pas changer énormément de choses. Le biais observateur, c'est pour vous dire que la manière de poser chaque tube, en fait, cette disposition, son emplacement, compte dans l'efficacité. On a plein d'exemples qui montrent voilà, que c'est le cas. Il y a vraiment quelque chose qui se joue à ce moment-là dans la méthode. En conclusion, est-ce que c'est une bonne méthode pour détecter la procédure le code? Eh bien, le point d'interrogation reste quand même parce que, oui, ok, on l'a détecté, mais on ne sait pas quel est le seuil de détection. Le site d'Avogour, est-ce que l'espèce est toujours là ou pas? On n'a pas d'autres données pour le moment. Donc est-ce que c'est qu'elle passe en dessous du radar?
Le site de Plunera, par exemple, on n'a que 2 lignes sur 8 où elle est présente, enfin elle est détectée. Est-ce que c'est qu'on n'arrive pas à la détecter sur les autres lignes ou est-ce qu'elle est vraiment très localisée? Voilà, on a réussi à la détecter, mais de là à dire c'est sûr c'est une bonne méthode, ça reste incertain. En tout cas, la méthode semble intéressante pour les historicidés en général. Et puis, du coup, nos résultats nous font dire que la méthode est quand même intéressante pour l'ensemble des micro-mammifères. Et nous, on se dit du coup, après avoir ciblé les musaraignes, on va peut-être rajouter quelques types de tubes différents, avec un peu d'appât différent sur un ou deux, pour un peu améliorer la captation, en particulier des microdus. Je remercie toutes les personnes qui ont participé et les financeurs. Bien, merci Franck pour cette étude très intéressante. On va prendre quelques questions. Donc, public. Une remarque positive. Derrière, je crois que c'était avant toi. Oui, du coup, est-ce que ça a l'air, selon vous, d'être une méthode qui est coûteuse par rapport à... bon, il y a la collecte des pelotes, mais si... Enfin, vous évoquiez les pièges photos peut-être à tester après, ou les plaques, ou c'est quoi, est-ce que ça a l'air quand même de fonctionner un peu, au final, même? Ça va être intéressant, mais est-ce que c'est coûteux? Un peu coûteux, nettement moins que du piégeage, et nettement moins invasif, évidemment. C'est une pause, un relevé intermédiaire, un relevé final, la préparation, c'est 4 jours on va dire, de travail, et puis les analyses, là aujourd'hui on est autour de 50-60 € hors taxe l'échantillon. Donc vous avez compris, hein, on rassemble toutes les crottes d'une ligne, tous les poils d'une ligne. Je dirais pas que c'est pas cher, mais c'est accessible. Oui, je voulais moi juste faire remarquer que l'intérêt, il me semble surtout être le fait qu'on ait des données in situ. Parce que pour repérer l'espèce à une certaine échelle, les périodes de réjection, c'est plus rapide, plus efficace. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait où elle vit. Enfin, tu as montré un certain nombre d'habitats, des habitats essentiellement humides ou plutôt fermés. Et ce qui d'ailleurs n'est pas une évidence, hein, parce que c'est une espèce qui a une répartition mondiale très importante. Et dans l'est de l'Europe, où notamment la musette est absente, c'est une espèce de milieu ouvert et plutôt sec. Enfin, les habitats bretons et d'autres habitats en France aussi sont quand même assez particuliers et semblent être en grande partie liés avec la concurrence, avec la musette. Donc même si effectivement, je ne sais plus, il y a combien de données au total là? Ça fait 7 localisations. Ça fait 7 localisations. Ouais, c'est ça, ouais. Donc tu as 7 quand même endroits où tu sais que là, le code est là, tu as le milieu, tout ça, c'est quand même vachement intéressant et je crois que ça justifie les moyens mis en œuvre. Oui, c'est ça. Ce n'est pas uniquement parce qu'on peut la détecter, c'est en savoir un peu plus sur les habitats. Oui, encore une question éventuellement. Mais la plupart de vos données, comme un peu partout, proviennent des pelotes de réjection. Est-ce que vous avez des données justement par rapport à la localisation exacte en canettes, bouteilles abandonnées dans la nature? Nous, on en a. Oui, je sais que vous en avez, et en particulier dans les boisements. Voilà. Non, on n'en a pas, mais on va peut-être essayer, on en aura peut-être dans les années à venir. C'est vrai que je n'ai pas mentionné dans les méthodes, on peut aussi vous imiter pour les canettes. Bon, encore une remarque, une question dernière, là, avant la prochaine présentation, éventuellement? Non? Ah si. Petite question concernant les prairies, est-ce que ce sont des prairies qui sont pâturées ou pas? Il y a une prairie pâturée, celle qui n'est pas particulièrement humide, il y a une prairie qui est plutôt à l'abandon, et il y a une prairie qui est fauchée. Et deux prairies fauchées. Mais voilà, nous on a posé les tubes,
sur les coteaux, quoi. Pas dans la prairie. Donc quel effet de la gestion de la prairie? Là, c'est pas certain qu'il y en ait un.